Il y a 18 mois, Dubaï enregistrait l'afflux de fortunes privées le plus spectaculaire de son histoire. Près de 9800 nouveaux millionnaires se sont relocalisés en une seule année. On voyait des convois de camions de déménagement devant les tours résidentielles de Palm Jumeirah et des bureaux de family office qui s'ouvraient les uns après les autres dans le Dubai International Financial Center. Les gestionnaires de patrimoine européens faisaient la queue pour décrocher un bureau dans l'Émirat. Dubaï, c'était devenu sans contestation possible la capitale mondiale de la richesse privée en mouvement. Aujourd'hui, ces mêmes tours résidentielles de Palm Jumeirah et de Emirates Hills voient de leurs propriétaires mettre leurs biens en vente. Des villas à 15 millions de dollars qui reviennent sur le marché après moins de 2 ans. Des family office transfèrent discrètement leurs opérations vers Singapour, Genève ou Zurich. Et, pour la première fois depuis des années, des agents immobiliers de luxe parlent ouvertement d'un retournement de marché. Comment c'est possible? Comment une ville qui était devenue en quelques années le refuge préféré des ultra-riches de la planète peut-elle voir ces mêmes fortunes faire leurs valises aussi vite? Et surtout, est-ce qu'on assiste à une simple pause ou à quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile à inverser? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ce n'est pas l'histoire d'une crise immobilière classique, c'est l'histoire d'une ville qui a vendu une promesse aux plus riches du monde. Et ce que ça révèle quand cette promesse commence à se fissurer. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord mesurer jusqu'où Dubaï était monté. En 2022, Dubaï accueille 4200 nouveaux millionnaires sur son territoire. Un chiffre déjà record. En 2023, ce nombre bondit à 7100. Et en 2025, il atteint 9800. Soit le flux annuel de richesse privée entrant le plus important jamais enregistré dans une seule ville au monde. Pour donner une idée de l'ampleur, c'est 3 fois plus que Monaco, 5 fois plus que Singapour cette même année. Selon Henley & Partners, Dubaï concentrait à fin 2025 plus de 81 000 millionnaires résidents, dont 312 centimillionnaires, c'est-à-dire des individus dont le patrimoine dépasse les 100 millions de dollars et 20 milliardaires déclarés. Un chiffre qui avait doublé en moins de 10 ans. Mais avant la fuite, il y avait déjà des signaux que presque personne ne regardait. Dès le second semestre 2025, une tendance discrète commence à apparaître dans les données du marché immobilier résidentiel de luxe. Le volume de transactions pour les propriétés au-dessus de 10 millions de dollars reste élevé, mais les délais de revente commencent à se raccourcir de façon inhabituelle. Des biens achetés en 2023 et 2024 reviennent sur le marché. Pas en masse, pas encore, mais suffisamment pour que les agents immobiliers les plus attentifs commencent à poser des questions. En parallèle, dans les couloirs feutrés du DIFC, quelque chose change dans les conversations. Les gestionnaires de patrimoine qui conseillaient à leurs clients de se relocaliser à Dubaï commencent à nuancer leur discours. Les questions sur la diversification géographique des actifs reviennent plus souvent. Et des cabinets juridiques spécialisés dans les relocalisations de haut patrimoine enregistrent une hausse des demandes de renseignements sur Singapour et sur Abu Dhabi. Tout ça, c'était le terreau, la fragilité invisible sous la surface dorée. Et puis, fin février 2026, tout a basculé. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient atteignent un point de rupture. Des espaces aériens ferment. Des frappes militaires sont échangées à quelques centaines de kilomètres des côtes émiraties. Et en quelques heures, une question que les ultra-riches de Dubaï avaient soigneusement évité de se poser depuis des années surgit avec une brutalité nouvelle. Est-ce que mes actifs sont vraiment en sécurité ici? Pour comprendre pourquoi cette question change tout, il faut réaliser une chose. Les millionnaires et milliardaires qui se sont installés à Dubaï ne l'ont pas fait par amour de la ville. Ils l'ont fait par calcul. Un calcul froid, précis, régulièrement réévalué. Et dans ce calcul, la stabilité et la sécurité n'étaient pas des bonus. Elles étaient la condition non négociable de toute la proposition. Quand cette condition est remise en question, même temporairement, même partiellement, le calcul change. Pas pour tout le monde, pas immédiatement. Mais pour les profils les plus mobiles, ceux qui ont précisément choisi Dubaï pour sa flexibilité, la décision de réallouer une partie de leurs actifs ou de leurs opérations se prend en quelques jours. Les chiffres qui commencent à circuler dans les milieux financiers du Golfe sont éloquents. Dans les semaines qui suivent l'escalade de fin février 2026, les transferts de capitaux sortants depuis les comptes des banques privées de Dubaï augmentent de 34% par rapport à la moyenne des 3 mois précédents. 34% en quelques semaines.
ce n'est pas une panique. C'est une réallocation prudente. Mais dans le monde de la gestion de patrimoine, une réallocation prudente à cette échelle, ça s'appelle un signal d'alarme. Ce qui se passe avec les milliardaires à Dubaï au printemps 2026, c'est l'intersection de 3 fragilités simultanées que la croissance spectaculaire des années précédentes avait masquées. La première, c'est la fragilité géopolitique. Dubaï a toujours été une enclave de stabilité dans une région qui ne l'est pas. Cette enclave a tenu pendant des décennies. Mais la psychologie des ultra-riches fonctionne différemment de celle du touriste lambda. Quand un touriste hésite à réserver un vol, il perd des vacances. Quand un milliardaire hésite sur la sécurité de sa juridiction de résidence, il réalloue des centaines de millions de dollars. Le seuil de déclenchement est beaucoup plus bas et la vitesse d'exécution est beaucoup plus haute. La deuxième fragilité, c'est la concentration du modèle. Dubaï a attiré des richesses de profils très différents, mais avec un point commun. Ces fortunes étaient mobiles par définition. Ce sont précisément des personnes qui avaient quitté un pays pour en rejoindre un autre pour des raisons fiscales ou sécuritaires. Les convaincre de rester quand les conditions changent, c'est beaucoup plus difficile que de convaincre un résident historique enraciné depuis des générations. La troisième fragilité, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est la concurrence. Singapour, depuis 2 ans, a considérablement assoupli ses conditions d'accueil pour les family office et les grandes fortunes privées. La Suisse a lancé de nouveaux dispositifs d'attractivité fiscale et Abu Dhabi, le voisin direct de Dubaï au sein des Émirats eux-mêmes, est en train de construire une proposition concurrente extrêmement agressive, avec des garanties institutionnelles différentes et une image géopolitique perçue comme plus stable. 3 fragilités en même temps, et Dubaï se retrouve à devoir les adresser toutes les 3 sans filet. Voilà la vérité que Dubaï n'a pas anticipée. Pendant 10 ans, la ville a construit son attractivité pour les ultra-riches sur une équation simple. Liberté fiscale plus stabilité plus connectivité égale destination idéale pour les grandes fortunes mondiales. Et cette équation a fonctionné avec une efficacité redoutable. Mais une étude récente du cabinet Oliver Wyman sur les tendances de relocalisation des hauts patrimoines mondiaux révèle quelque chose de fondamental. Pour les individus dont le patrimoine dépasse 50 millions de dollars, le critère numéro 1 dans le choix d'une juridiction de résidence n'est plus la fiscalité. C'est la prévisibilité institutionnelle à long terme. La certitude que les règles du jeu ne changeront pas, que les actifs seront protégés non pas seulement aujourd'hui, mais dans 10 ans, 20 ans. Et sur ce critère précis, Dubaï fait face à une question à laquelle elle n'a pas encore de réponse pleinement convaincante. La stabilité des Émirats repose sur des équilibres régionaux qui, comme le printemps 2026 vient de le démontrer, peuvent être remis en question par des événements extérieurs que personne ne contrôle. Des conseillers en gestion de patrimoine basés à Londres et à Genève, qui acceptent de parler sous couvert d'anonymat, décrivent une évolution nette dans les conversations avec leurs clients les plus fortunés. Dubaï reste dans les discussions. Elle n'est pas rayée de la carte, mais elle n'est plus présentée comme la solution unique. Elle est désormais une option parmi d'autres dans une stratégie de diversification géographique. Et dans le monde de la gestion de patrimoine, passer du statut de destination incontournable à celui d'option parmi d'autres, c'est une transformation qui a des conséquences très concrètes sur les flux de capitaux. Dubaï n'est pas sans ressources pour répondre à ce défi. Le gouvernement a déjà réagi. Des garanties institutionnelles supplémentaires ont été communiquées aux résidents fortunés. Le visa de résidence dorée a été assoupli et ses conditions de maintien allégées. Des discussions sont en cours pour renforcer les dispositifs de protection des actifs privés au sein des zones franches financières. Et le positionnement d'Abu Dhabi comme complément plutôt que concurrent est en train d'être travaillé au niveau fédéral. La résilience des Émirats, elle est réelle. En 2008, quand la crise financière mondiale mettait à genoux les projets immobiliers du Golfe, les analystes annonçaient la fin du modèle. Dubaï s'est relevé. En 2020, le Covid paralysait l'économie mondiale et les Émirats rebondissaient plus vite que presque n'importe quelle autre économie. Cette capacité d'adaptation est documentée et ne doit pas être sous-estimée. Mais les économistes qui suivent les flux de richesses privées mondiales pointent une limite que ni les campagnes de réassurance ni les ajustements fiscaux ne peuvent résoudre seuls. La confiance des ultra-riches, une fois entamée, ne se reconstruit pas avec des communiqués de presse. Elle se reconstruit avec du temps, avec des preuves tangibles de stabilité durable et avec une capacité démontrée à traverser les crises sans que les règles du jeu changent pour les résidents fortunés. Et ce temps, dans un monde où les capitaux se déplacent à la vitesse d'un clic,
Dubaï n'est pas certaine de l'avoir. Voilà ce qui est fascinant dans cette histoire, et profondément instructif. Dubaï n'a pas failli par incompétence. Elle n'a pas perdu la bataille des milliardaires par manque de vision ou de moyens. Ce qui lui arrive, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle a construit son attractivité sur la mobilité des fortunes mondiales. Et cette même mobilité, qui était son atout principal, devient aujourd'hui sa principale vulnérabilité. Les ultra-riches qui ont choisi Dubaï parce qu'ils pouvaient partir sont précisément ceux qui partent quand les conditions changent. C'est la nature même du capital mobile. Il va là où les conditions sont les meilleures. Il repart quand elles se dégradent, même légèrement, même temporairement. La vraie question que Dubaï doit se poser maintenant, ce n'est pas comment retenir les milliardaires qui partent. C'est comment transformer une attractivité construite sur la mobilité en quelque chose de plus profond, de plus ancré, de plus difficile à quitter. D'autres villes l'ont fait. Singapour a mis 30 ans à passer du statut de hub fiscal à celui de véritable centre de vie pour les grandes fortunes asiatiques. Londres, malgré sa fiscalité, reste une destination de résidence de premier rang parce qu'elle offre une profondeur culturelle, institutionnelle et sociale qu'aucun avantage fiscal ne peut remplacer. Dubaï peut se relever de ce moment. La question, c'est ce qu'elle choisira de construire ensuite. Une ville qui continue de séduire les fortunes mobiles avec des avantages fiscaux, sachant qu'elles partiront à la prochaine turbulence. Ou une ville qui décide de devenir quelque chose de plus difficile à quitter. Pas seulement un avantage fiscal, une véritable maison. Dubaï a construit le plus haut, le plus grand, le plus impressionnant. Ce qui lui reste peut-être à construire, c'est le plus durable. Si cette analyse vous a éclairé sur ce qui se joue vraiment derrière les façades dorées du Golfe, envoyez un like, ça prend 2 secondes et ça nous aide à continuer ce type de contenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et dites-nous en commentaire, selon vous, Dubaï peut-elle vraiment devenir une destination de résidence durable pour les grandes fortunes mondiales ? Ou restera-t-elle toujours une étape dans un parcours qui continue ailleurs ?